Merci. Je vais essayer de vous montrer également que tous les hauts fonctionnaires ne sont pas des hauts de plafond et qu'il y en a quand même qui, qui sont là pour servir leur pays. Je vais commencer par vous raconter une histoire, hein, parce que je pense que tout le monde ici ne me connaît pas. Je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'a beaucoup inspiré et qui, j'espère, vous inspirera également. Il était une fois, c'est comme ça que ça commence les histoires, hein. Il était une fois un petit garçon qui avait 8 ans et qui est arrivé en France, dans l'est de la France, 2 mois après la rentrée scolaire, et qui s'est retrouvé dans une classe, au fond de la classe, ne sachant pas parler un seul mot de français. Et donc il a assisté comme ça à sa première matinée dans cette classe, à entendre des sons dont il n'arrivait pas à interpréter la signification. C'est un petit garçon qui venait de l'hémisphère sud, donc avec tous les horaires décalés que l'on connaît, tant et si bien qu'à 12h30, quand la cloche a sonné, il ne comprenait pas ce qui se passait, donc il appelle son camarade de gauche et lui dit « Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» Et son camarade lui fait un grand geste de la main et lui fait « On veut dire qu'il allait manger. » C'était son premier contact avec la France, donc c'est un contact culinaire, hein, donc ça ne surprendra personne. Et donc la maîtresse d'école voit ce petit garçon d'un œil attendri et voit très bien que si elle ne met pas en œuvre une méthode exceptionnelle, ce petit garçon va rester comme ça, va connaître l'échec scolaire, etc. Donc elle prend le bureau du petit garçon, elle le met à côté de son bureau à elle, commence à lui faire des découpages d'objets usuels, chaises, tapis, voitures, tables, et elle lui fait des interrogations écrites sur ce programme particulier. Et donc petit à petit, ce petit garçon se prend le goût du français, commence à parler français, à l'écrire, et à la fin de ce premier trimestre, il lit son premier oui-oui en français. Grande fierté. Puis ensuite, ce petit garçon, ses parents vont à Paris, il continue ses études à Paris, et bon, il gravit toute l'échelle académique, universitaire, et il finit par réussir, en s'y prenant quand même à 3 fois, il finit par réussir le concours de l'ENA. Et la première chose que ce petit garçon fait, enfin c'est plus un petit garçon, mais la première chose que ce petit garçon fait, c'est qu'il appelle cette école de l'Est de la France, où il y avait toujours la même maîtresse dans la même 9e, 25 ans après, pour lui dire que le petit Égyptien qu'elle avait accueilli 25 ans plus tôt était devenu énarque. Et bien, ce petit garçon, vous l'avez devant vous. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Évidemment, d'abord, pas pour me mettre en scène, c'est pas l'objectif. C'est surtout pour essayer parce que bon, dans cette trajectoire, j'ai essayé de comprendre pourquoi une telle trajectoire avait été possible pour quelqu'un ou quelques-uns, et pourquoi pour d'autres, elle n'a pas été possible, alors même que d'autres ont eu la chance de naître en France, donc ils n'ont pas la barrière de la langue à l'origine, ils sont entrés très tôt dans des écoles françaises, et donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a marché dans ce cas précis, qui n'a pas marché dans les autres cas? Avant d'aller plus loin pour répondre à votre question, je vais juste vous dresser un panorama des sujets dont je vais vous parler. Je vais évidemment vous parler de l'économie globale du projet qui est celui de Marine Le Pen, puisque j'en ai été le coordinateur, donc je vais vous livrer un peu la logique globale sans rentrer forcément dans le détail des mesures, ce qui serait un peu fastidieux, d'autant plus qu'elles sont accessibles. Je vais vous parler de l'économie globale, donc à savoir effectivement de tous nos principes généraux, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'identité nationale, tout ce qui concerne également la souveraineté. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je crois dans ce projet et pourquoi je crois que ce projet va dans le sens de l'histoire, contrairement à tous les autres projets alternatifs. Et ensuite, je vais vous expliquer en quoi, finalement, Marine Le Pen et le Front National sont aujourd'hui, enfin, en tout cas, le Front National est aujourd'hui devenu un parti de gouvernement qui fait que Marine Le Pen est prête à gouverner. Nous sommes en train de préparer tout ça avec les Horaces et avec d'autres pour que le 9 mai au matin, Marine n'ait plus qu'à tourner la clé.
Quand je suis arrivé à Paris, dans les années 80, je me suis retrouvé adolescent dans ce Paris de 1985, où il y avait les premières grandes manifestations de l'antiracisme et du droit à la différence et de la tolérance. Et en gros, je me suis d'ailleurs, pas tout seul, mais comme toute une génération à cette époque-là, on s'est retrouvé un peu face à un malaise identitaire. Je ne parle même pas des gens d'origine étrangère, c'était aussi le cas pour des amis français, de père en fils, de mère en fille. Qu'est-ce qui se passait? On avait des élites à l'époque majoritaires qui sont arrivées à partir de 81 à la tête de ce pays, de notre pays, et qui ont commencé à diffuser cette idée que finalement l'histoire de France, telle que nous l'a enseigné, telle qu'on nous l'a enseigné par le passé, était un mensonge. Et qu'en gros, la France, c'est pas, comme on l'a cru, 40 millions de résistants pour quelques collaborateurs, c'était plutôt une majorité de collaborateurs pour quelques résistants. La France était devenue un pays rance, un pays moisi, comme disait un certain Philippe Solers dans une tribune célèbre. C'était devenu un pays esclavagiste, colonialiste, vichiste. Le peuple français, n'en parlons pas. Des salauds qui ont livré des enfants pendant la guerre, etc., etc. Je vous livre ça tel que moi je l'ai entendu quand j'avais 15 ans. Et donc du coup, c'était un peu curieux comme atmosphère, parce que d'un côté, je n'étais plus l'Égyptien que j'étais, puisque quand j'avais 15 ans, ça faisait déjà la moitié de ma vie passée en France. J'aspirais à devenir français parce que c'est un pays que je sentais qui était le mien, j'en parlais la langue, j'étais immergé dedans, donc forcément si les choses s'étaient fait naturellement, je serais naturellement entré dans cette communauté nationale sans même faire d'efforts, parce que voilà, c'est être au milieu des choses, les choses se font naturellement. Sauf que là, on était face à un mur de Berlin idéologique qui interdisait d'entrer dans la France, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Donc en gros, on a cette barrière idéologique qui dénigre systématiquement la France, sa beauté, son histoire, sa culture, etc. Et de l'autre côté, sur le plan quantitatif, on ouvre les vannes d'une immigration massive sans rapport ni avec les capacités d'assimilation de la France, ni à l'époque encore avec les besoins économiques ou les besoins des entreprises françaises. Donc on a cette espèce d'effet de ciseau en fait redoutable, c'est-à-dire que, destruction en coupe réglée du creuset français, autorité, patriotisme, fierté nationale, tout ça on le saccage, et en même temps on ouvre la voie d'une immigration de peuplement par le regroupement familial, et on promeut en même temps le droit à la différence, on promeut en même temps l'antiracisme, etc., pour être sûr de maintenir les nouveaux venus dans leur identité d'origine, dans leur culture d'origine. Et je vais vous raconter une petite histoire, peut-être certains d'entre vous ont suivi cette polémique sur les réseaux sociaux, et pas seulement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, puisque ça a fait l'objet d'un article. J'ai reçu un appel d'un journaliste du site Libé des Intox. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un peu l'officine ultra-gauchiste du journal Libération. Et le journaliste me dit je vous appelle pour vous interroger sur un point de votre programme qui est le solde migratoire. Je fais bon, allez-y. Il me dit que comptez-vous intégrer dans cette notion de solde migratoire? Vous allez agir comment dessus? Est-ce que vous intégrez les étrangers, les immigrés ou les Français immigrés? Alors, je lui dis attendez monsieur, je ne comprends pas très bien votre question là. Ça veut dire quoi Français immigrés? Il me dit non, je vous assure, on peut être français et immigré. Donc déjà, le rapport avec le solde migratoire, le type voulait en fait me dire qu'on allait distinguer les Français en fonction de leur origine. C'est ça qu'il attendait. Mais évidemment, il a pas, je lui ai jamais dit ça, parce que c'est inqualifiable à supposer que ça soit quantifiable. Donc il me dit, oui, il y a des Français immigrés. La conversation est un peu un dialogue de sourds. Je finis par lui dire, mais monsieur, moi j'étais immigré jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, j'étais naturalisé à 20 ans, je suis français. Et le mec me répond mordicus, non monsieur, vous n'êtes pas français, vous êtes immigré. Donc en gros, c'est révélateur. Et alors non seulement quelqu'un de normalement constitué qui dit une énormité pareille, d'accord, il se
se fait discret par la suite, il dit « mais qu'est-ce que j'ai sorti, je suis tombé dans un... » Pas du tout! Il va étaler cette conversation sur les réseaux sociaux, il en fait même un article, intitulé, je cite, « Nous avons appris à un porte-parole du FN qu'il était immigré. » Il n'a pas peur du ridicule, hein. Et voilà, voilà l'aboutissement de cette logique à la genèse de laquelle j'ai assisté dans les années 80. C'est qu'en fait, nous en sommes arrivés à un stade où toutes les fiertés du monde, tous les patriotismes du monde sont respectables et admirables dès lors qu'ils ne sont pas français. Donc évidemment, que prévoit le projet de Marine pour cette question fondamentale de l'identité nationale? Nous entendons remettre la citoyenneté au cœur de la France. Nous allons redonner le contenu à la citoyenneté française. C'est-à-dire que nous allons nous réapproprier notre histoire, nous réapproprier notre culture, nous réapproprier nos valeurs, nos traditions. Nous allons tout simplement refaire France à partir de l'école. Vous savez, quand j'étais enseignant, et ça remonte déjà aux années 90, j'étais enseignant à l'université, et un jour, c'était une classe de licence, hein. J'ai dit à mes étudiants, « Bon week-end Pascal ». Il y a le tiers de la classe qui m'a dit « C'est qui Pascal ?» Ça vous donne une idée de l'état de décrépitude culturelle et les résultats de cette terre brûlée de l'idéologie de mai 68 sur toute une génération. D'accord? Donc, d'une certaine façon, et je suis bien placé pour en parler, on ne peut pas rendre responsable uniquement ces vagues d'immigrés qui arrivent en France de ne pas se sentir français, puisque les élites elles-mêmes, les élites françaises elles-mêmes ont diffusé l'idée de ne pas être français. Donc on ne s'assimile pas à rien. Alors vous allez me dire, mais toi, comment t'as fait pour en être là et pour arriver parmi vous aujourd'hui? Ben, c'est très simple. J'ai fait de la contrebande. Je suis devenu contrebandier de la France. J'ai pris la France par des chemins de traverse. J'ai lu par moi-même, j'ai plongé dans l'histoire de France moi-même, j'ai lu à l'appel, à la chaîne, tout ce qui me tombait sur la main. Pourquoi? Parce que je me suis dit, à un moment, c'est quand même bizarre, enfin, ce pays qui est tellement beau, qui a laissé ses témoignages, ses trésors fabuleux, qui sont à portée de main, qui nous sont enviés par la terre entière, ça ne correspond pas du tout à cette idéologie que j'entends. Il y a quelque chose qui ne va pas. Entre cette beauté que je vois, cette générosité que je vois, et ce qui est dit, et l'idée qui est diffusée de la France, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc j'ai fait mon enquête, on va dire. Hein. J'ai fait mon enquête par moi-même. Et en fait, après avoir lu pendant des années, parfois des nuits entières, au son de Harpagon, au son de l'Avare, de Molière, de Ronsard, de Du Bellay, d'Hugo, des Misérables, eh bien je suis tombé amoureux de la France. Et je suis tombé amoureux de la France comme quelque chose d'assez indescriptible, en fait, comme, je sais pas, comme on tombe amoureux d'une femme, ou comme on se convertit à une religion. C'est quelque chose de l'ordre du charnel, on va dire. Alors, attention, l'assimilation, elle a des limites. Vous verrez jamais devant vous un blond aux yeux bleus. Hein. Mais la France n'est pas justement cette idée diffusée par ce journaliste de Libération, qui rejoint d'ailleurs en cela un certain nombre d'extrémistes racialistes pour qui la France, on ne peut pas être français parce qu'on est toujours immigré, on est toujours enchaîné à ses origines. Or, la France, mes amis, ça a toujours été un projet politique. Et la citoyenneté française a toujours été un projet politique. On peut se sentir français sans être né en France. Et aujourd'hui, moi, je me sens français comme si j'étais né en France depuis des milliers d'années. Et c'est un Égyptien qui vous parle, ça veut dire depuis très longtemps. Alors nos adversaires nous disent, mais vous vous rendez compte du scandale que vous faites en parlant de préférence nationale? Alors moi je réponds oui, vous avez raison. La préférence nationale, c'est un vrai scandale. Alors, évidemment, ils ouvrent des yeux comme ça, mais qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il va nous dire, etc. La préférence nationale est scandaleuse
Parce que si un pays en arrive à parler de préférence nationale, ça veut dire qu'on a acté l'idée qu'il n'y a plus de nation. Parce qu'à la vérité, chers amis, si nous étions une nation, nous n'aurions pas besoin de parler de préférence nationale. Quel autre pays au monde parle de préférence nationale? Même les pays les plus pauvres du monde ne parlent pas de préférence nationale. Pourquoi? Parce qu'il est consubstantiel à une nation que les citoyens de cette nation doivent avoir des droits et des privilèges auxquels n'ont pas accès les non-citoyens. Si vous allez aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Sénégal, au Bangladesh ou dans n'importe quel pays du monde, personne ne trouve ça scandaleux qu'en tant qu'étranger, vous ne puissiez pas bénéficier du même accès aux services publics et du même accès à un certain nombre de privilèges auxquels ont accès les citoyens de ce pays. Le projet de Marine Le Pen ne vise pas à faire de la France quelque chose d'exorbitant du droit commun. On veut juste redevenir une nation comme une autre, c'est tout. Et on parle de préférence nationale, pourquoi? Parce qu'à la vérité, pendant 30 années, pendant 30 ou 40 années, on a expliqué que finalement, être français ou être immigré, c'est exactement la même chose. Vous avez droit aux mêmes choses ou quasiment à la totalité des choses. On a même été jusqu'à dire, mais pourquoi les immigrés ne votent pas? Attention, suivez bien l'ordre des choses. Et ensuite, c'est les mêmes qui vous disent, ah bah oui, mais on a créé une génération de Français de papier. Mais c'est vous qui l'avez voulu. Qui, depuis le début, a mis par terre la nation française, a mis par terre les droits et privilèges associés à la citoyenneté? Et c'est curieux que ce soit la gauche de Jaurès, dont l'ancêtre est Jaurès, qui justement a contribué à rendre cette citoyenneté française et l'universalité de la citoyenneté française pour les Français, ça soit la même, enfin en tout cas ses descendants, qui ait détruit cette citoyenneté pour en faire vraiment une citoyenneté de carton. Et ben avec Marine Le Pen, cette citoyenneté ne sera plus un papier en carton, ça sera droit et privilège pour tous ceux qui la détiennent. Quand vous allez aux États-Unis et que vous êtes immigrant avec un visa, pour pouvoir travailler, votre employeur, il est obligé de recourir au service d'un avocat qui, en fonction de votre type de visa, peut lui coûter jusqu'à 70 000 $. Alors, on ne parle pas de taxes à l'emploi de travailleurs étrangers, mais est-ce que ça ne revient pas au même? Qui a critiqué cette mesure? Qui a parlé de discrimination aux États-Unis à l'égard des travailleurs étrangers simplement parce qu'ils avaient cette mesure-là qui s'imposait et pas aux Américains? Personne. La vérité, c'est que tout ce qu'on trouve normal à l'étranger devient subitement scandaleux en France. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu la chance d'être posté à l'ambassade de France aux Émirats pendant 2 ans. Et un jour, je faisais des courses dans le supermarché, comme tout le monde. Et donc il y avait une queue donc, à la caisse, et une personne était en train de payer. Et là je vois une émirienne qui traverse toute la queue, qui va donc s'incruster entre 2 clients juste en face de la caisse, et qui commence à mettre ses affaires devant la caissière pour que la caissière la traite en premier. Donc devant moi il y avait une citoyenne britannique, et la citoyenne britannique lui dit mais chère madame, enfin il y a une queue quoi, enfin c'est même pas du civisme, la politesse. L'émirienne la regarde de haut et lui dit, madame, vous êtes ici en visite chez moi. Moi je suis citoyenne de ce pays, donc ça me donne le droit de tout faire, bien sûr. Moi je ne cautionne pas ce genre de comportement, mais c'est pour vous dire. Et derrière moi, il y avait un couple d'enseignants français, dont j'ai appris à la réaction quel pouvait être leur bord politique. Et donc évidemment, moi je râle aussi, parce que du coup elle avait un énorme caddie et ça me faisait perdre du temps et tout. Je fais, quand même, c'est incroyable, etc. Et ce couple de Français, donc d'enseignants français, qui appartiennent à un syndicat de gauche, me dit, mais cher monsieur, cette dame est chez elle. Je fais, attendez, mais d'accord, alors donc ça veut dire qu'en France, si vous avez quelqu'un qui est titulaire d'une carte de séjour, qui est en train de payer à la caisse, et vous, parce que vous êtes citoyen français,
vous allez venir et vous lui tenir le même discours et vous attendez qu'on vous dise « Ah, mais tu vas me dire non, 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 c'est pas pareil !» Mais comment c'est pas pareil? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a une citoyenneté de carnaval et que la citoyenneté émirienne mérite d'être respectée plus que la nôtre? Voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc, nous allons nous réapproprier notre histoire, nous allons nous réapproprier notre culture, nous allons nous réapproprier notre citoyenneté, nous allons ériger notre citoyenneté en socle qui donne accès à tous les Français à des privilèges et à des droits auxquels n'ont pas le droit les autres, exactement comme n'importe quelle nation. Et ce projet-là, il n'est pas exclusif. Nous n'excluons personne. Et nous n'allons jamais discriminer parce que ce n'est pas ni la tradition française, ni notre héritage, ni notre culture. On ne va pas discriminer, comme ce journaliste de Libération voulait que je lui dise, les Français en fonction de leur origine. Nous allons simplement refaire France autour de ce qui a constitué notre histoire, avec nos valeurs et nos traditions. J'entends très bien que ces valeurs et ces traditions vont en déranger certains, c'est évident. Il y a par exemple la laïcité qui va pouvoir déranger certains. Il y a l'égalité homme-femme, ou les droits de la femme qui vont déranger certains. Mais là, nous, c'est non négociable. C'est-à-dire que l'immense majorité, une fois qu'on aura rétabli notre héritage national, notre corset national, notre identité nationale, je suis sûr que beaucoup de gens, y compris parmi les Français d'aujourd'hui, attendent ça. Parce qu'on ne peut pas s'assimiler à rien. On s'assimile toujours à quelque chose. Et si on montre à quoi il faut s'assimiler, croyez-moi, il y aura des candidats. Mais pour tous les autres, ceux que ça dérange, ceux que notre mode de vie dérange, ceux que certains de nos principes dérangent, ou certains de nos traditions dérangent, nous ne les forçons à rien. Mais c'est en nous définissant nous-mêmes d'abord, et en irradiant de proche en proche tous ceux qui sont d'accord avec ces traditions, cet héritage, et qui veulent faire nation avec nous, ce sont aux autres de faire le choix, pas à nous. Nous ne rejetons personne, mais il faut nous accepter comme nous sommes. Voilà. Je suis allé vivre en Arabie Saoudite quelques mois. Les Saoudiens n'ont pas transigé avec leur culture ou avec leur manière d'être. J'ai été forcé de cacher ma femme, d'accompagner ma femme partout parce qu'elle n'a pas le droit de conduire. J'ai été obligé, ça c'est le plus grand sacrifice, de ne pas avoir mon petit jaune à 17 h. J'étais obligé à plein de choses, mais au final je suis parti parce que j'ai bien compris que les Saoudiens n'allaient pas changer pour moi. Et si vous allez dans n'importe quel pays au monde, les gens ne changent pas pour vous. Ce n'est pas à la nation de s'adapter à ceux qui ont l'honneur et le privilège d'être accueillis en son sein. C'est à ceux qui ont l'honneur et le privilège d'être accueillis en son sein à s'adapter à ce à quoi ils aspirent. Vous savez, moi je suis resté... j'ai été naturalisé à 20 ans, donc ça veut dire que de 78 où je suis arrivé en France jusqu'à mes 20 ans, donc 12 ans, je suis resté étranger. Alors, certains me reprochent en me disant « Ah oui, mais du coup, avec ce discours-là, finalement, tu veux fermer la porte derrière toi, quoi. Tu veux que personne n'ait le droit d'avoir le même cheminement. » Pas du tout. Au contraire, moi je vous ai dit que j'ai pris la France par contrebande parce que personne ne me l'avait enseigné. J'ai fait ça par moi-même. Au contraire, c'est en rétablissant la citoyenneté dans toute sa richesse, comment dirais-je, on reconstruit ce phare à partir desquels tous ces navires qui sont en perdition vont arriver. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça que j'envisage de faire. C'est pour ça que je me suis mis au service de marine. D'accord? Eh bien, je ne veux pas fermer la porte derrière moi pour une raison simple, c'est que moi je suis issu d'une famille, lorsque nous étions dans le métro à Paris, mes parents nous interdisaient de parler l'arabe, en disant il faut respecter les gens du pays. Je suis issu d'une famille francophone et francophile qui m'ont enseigné leur amour de la France et qui m'ont dit que la France était un pays généreux, qui savait reconnaître tous ses enfants, même ses enfants adoptifs.
Est-on bien sûr que ce que je suis en train de décrire là, c'est le droit commun de l'immigration aujourd'hui? Je ne le crois pas, vous ne le croyez pas, la majorité des Français ne le croient pas, et pour cause, ce n'est pas le cas. Mais la première faute, c'est pas la faute de ces populations, c'est pas la faute ni de nos concitoyens qui ne se sentent plus français, parce que je vais vous dire quelque chose d'effrayant, c'est que même les Français de père en fils et de mère en fille ne se sentent plus français non plus. Quand vous avez, je vais vous donner 2 chiffres rapidement, mais qui sont très révélateurs, 20% des engagés volontaires au sein de nos armées sont des Français d'origine étrangère ou des Français musulmans. 20% de ceux qui partent faire le djihad avec Daesh sont des Français convertis. En dehors de la consommation, en dehors de l'hédonisme, de l'individualisme, le fait qu'on ait perdu cette notion du commun, cette notion de nation, ce concept si riche politiquement de nation qui arrive de manière centrifuge à rassembler, à regrouper, à unifier les gens, c'est un crime de l'avoir cassé, parce que c'est comme ça qu'on arrive avec ces chiffres. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ça c'est, je dirais, l'économie générale du projet de Marine au regard de l'identité. C'est juste redevenir une nation comme une autre, pour faire en sorte que chacun des citoyens qui portent la citoyenneté française, d'abord soit fier de la porter, au même titre que les autres. La France est une terre généreuse et elle le restera. Il n'est pas question d'exclure, il est question d'inclure. Mais de la même façon qu'on ne peut pas soigner quelqu'un contre son gré, on ne peut pas inclure des gens qui, par eux-mêmes, une fois qu'on se sera défini, se mettent en dehors de la nation. Dans ce cas-là, c'est leur faute, parce que nous, on aura fait ce qu'on a à faire. Hein. Mais tant qu'on n'a pas fait ce qu'on a à faire, tant qu'on n'a pas mis la citoyenneté au cœur, on ne peut pas faire de procès aux autres. Donc commençons par redevenir nous-mêmes. Hein. Alors évidemment, il est hors de question de séparer ce qui relève de l'identité nationale et ce qui relève de la souveraineté. Et d'ailleurs, pour clore ce sujet de l'identité nationale, je suis issu, alors c'est le hasard qui fait bien les choses, mais ma promotion de l'ENA, c'est la promotion Romain Gary. Et devant vous, aujourd'hui, je veux faire mien ces termes admirables de Romain Gary. Je n'ai pas une seule goutte de sang français, mes chers amis, la France coule dans mes veines. Donc ces élites, en fait, qui ont... encore une fois, je précise, parce que je l'ai précisé tout à l'heure, un journaliste de France Culture qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Le concept d'élite, je vois bien le procès. Ah oui, mais tu as fait Sciences Po, tu as fait l'ENA, tu as fait de grandes études, mais finalement, tu craches un peu dans la soupe, tu critiques ceux dont tu es issu, finalement. Pas du tout. Il y a toujours eu des élites en France. Il y a toujours eu des élites en France. Les élites en France, ça s'appelait les grands commis de l'État, les grands serviteurs de l'État. Je crois que dans la conception qui est celle de Marine, qui est celle du Front National, on ne critique pas les élites en tant qu'institution. Ce que nous critiquons, c'est un comportement. C'est que naguère, les élites étaient là pour servir. Mais depuis 30 ans, les élites sont là pour se servir. Et je le vois bien avec les réactions que j'ai eues autour de moi. En gros, mes camarades m'expliquent que finalement, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère, quoi? Enfin, je veux dire, tu es sous-directeur de l'administration centrale, tu as un bon niveau de vie, tu peux dérouler une carrière jusqu'à peut-être devenir directeur ou chef de service. Je veux dire, pourquoi tu reviens? J'ai dit, mais attends, mais moi, c'est pas ma conception des choses. Si je suis là, au point où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à vous tous qui m'avez reconnu d'une certaine façon, vous en tant qu'entité à la fois abstraite et concrète de chacun d'entre vous. En tant que contribuable, vous avez financé mes études à l'ENA, vous avez, en tant que peuple français, vous m'avez accueilli, vous avez reconnu aussi mes capacités. J'en ai fait la démonstration, puisque ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais j'y suis quand même arrivé, et la France m'a reconnu. Bon sang, mais qu'est-ce que j'aurais
pu dire, une fois que j'aurais réussi, bon, au revoir les gars, merci d'avoir joué, on se revoit quand je serai à la retraite. Pas du tout. Moi, je me sens redevable d'une dette morale, et quoi qu'il m'en coûte, je vais être avec vous pour vous rendre ce que vous m'avez donné. Ces élites qui ont abattu l'identité nationale, qui l'ont vidée de sa substance, et avec elle évidemment la citoyenneté, avec toute cette catastrophe que nous voyons aujourd'hui, nous sommes devenus une agrégation d'individus, très souvent. Alors évidemment, la nature a horreur du vide. Quand il n'y a plus quelque chose de grand qui nous unit comme la nation, eh ben, on a des ersatz, c'est-à-dire des communautés, c'est-à-dire peut-être le cercle familial qui a tendance à se resserrer. Mais on n'a plus de nation. Mais le communautarisme, ce n'est que la conséquence de ça, ce n'est pas la cause. L'émergence et la constitution de communautarisme, elle fleurit sur le cadavre de la nation. C'est pour ça qu'il faut absolument le ressusciter. Ressusciter la nation. Une fois que la nation va se lever, tous les communautarismes vont s'éparpiller comme des grains de blé. Surtout la nation française. Cette nation française qu'au fond, nos élites qui ont présidé aux destinées de nos pays, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui est devenu la France aujourd'hui, c'est pas tombé du ciel. On nous dit, on critique les élites, mais bon sang, il y a des gens qui ont gouverné ce pays pendant 40 ans. On ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas comptables de la situation dans laquelle on est. Les gens qui se présentent aujourd'hui au plus haut niveau de l'État, à la présidence de la République, et qui se présentent comme des espèces de sauveurs sortis de nulle part, alors qu'ils ont été aux manettes pendant toutes ces années qui nous ont conduits à la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire comme si ils allaient redresser un navire qu'ils ont contribué à couler. C'est impensable. Ben, ces mêmes personnes, si vous voulez, au niveau de la souveraineté, ils ont fait de la France un pays mineur. Un pays mineur au sens de la minorité légale. Et j'essaye, comme vous avez constaté dans tout le discours que je donne, donc non seulement d'expliciter le projet de marine, mais aussi de vous apporter des éléments de langage, notamment pour ceux d'entre vous qui sont amenés à discuter sur les marchés, etc., parce que ce genre de questions est fréquemment posé. Nous avons fait, en tout cas les élites qui ont présidé à nos destinées, pendant les 40 dernières années, ont fait de la France un pays mineur, un pays de minorité légale, un pays enfant. Pourquoi ? Naguère, votre bulletin de vote, lorsque vous alliez le glisser dans l'urne, il vous permettait, ce bulletin de vote, de donner un avis sur la politique monétaire que devait mener le gouvernement. Il vous permettait de donner un avis sur la façon dont le budget devait être dépensé, sur la politique fiscale. Vous donniez un avis aussi sur la façon dont vous conceviez les rapports commerciaux avec les autres pays. Vous donniez un avis sur votre politique de défense, votre politique étrangère. Qu'est-ce qui s'est passé ces 40 dernières années? Lorsque nous avons délégué notre souveraineté, parce que souveraineté c'est quoi? C'est un mot gigantesque que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne comprennent pas. C'est notre liberté collective, la souveraineté. C'est notre liberté d'agir en tant que peuple. Donc ce bulletin de vote aujourd'hui, vous ne pouvez plus décider de la politique monétaire parce que celle-ci a été déléguée à une institution supranationale qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. Donc votre politique monétaire est menée par des hauts fonctionnaires titulaires de passeports diplomatiques qui n'ont de compte à rendre à personne. Donc ça veut dire que quand vous déposez votre bulletin de vote, déjà ça, vous ne pouvez pas vous exprimer dessus. Votre politique budgétaire, vous ne pouvez pas non plus vous exprimer dessus. Ça aussi, ça a été capté du bulletin de vote. Vous déposez un bulletin, mais qui n'a plus la politique monétaire dedans, et n'a plus la politique budgétaire, parce qu'en réalité, la politique budgétaire, le cap est fixé à Bruxelles. Donc à part l'austérité, le gouvernement n'a pas le choix. Le gouvernement que vous avez mis au pouvoir n'a pas le droit de décider pour vous comment il va utiliser votre argent. La politique commerciale, même chose. La France aujourd'hui, le gouvernement français aujourd'hui, n'a pas son mot à dire sur quel produit de quel pays il laisse entrer avec droit ou sans droit sur son territoire, puisque c'est aussi la Commission de Bruxelles qui gère ça. Et s'agissant des outils de défense, vous avez pratiquement plus non plus votre mot à dire, parce que c'est effectivement l'OTAN qui gère pour vous. Donc le bulletin de vote, et c'est pour ça d'ailleurs que vous comprenez que le débat démocratique est totalement appauvri. Quand on écoute les débats des primaires, ça a tourné autour de quoi? De la sécurité, vaguement, de la politique, enfin bref, des 2 ou 3 sujets
dont ils savent pertinemment qu'ils ont encore en main pour agir dessus. Mais il n'y a pas eu de débat monétaire, il n'y a pas eu de débat budgétaire, il n'y a pas eu de débat de défense, et pour cause. Puisque de toute façon, quel que soit le pouvoir qui sera élu, ces choix-là sont déjà faits par ailleurs. Donc nous sommes dans une configuration aujourd'hui où vous avez des candidats à l'élection présidentielle qui tous brandissent des symphonies écrites sur le papier et qui vous disent, voyez, si vous mettez en position, on va vous jouer cette symphonie, vous allez trouver ça remarquable, vous allez vous endormir tellement c'est beau. Ok. Sauf que, chers amis, aucun de ces candidats ne prévoit d'aller à Bruxelles, à Washington et ailleurs pour récupérer les instruments leur permettant de jouer ces symphonies. Tant et si bien que ces symphonies ne sont que des attrape-nigauds qui sont destinés à rester lettres mortes, exactement comme c'est le cas depuis 20 ans. Sauf le projet de Marine. Pourquoi? On peut en penser ce qu'on veut, et je veux bien entendre toutes les critiques possibles et imaginables sur le projet, mais on ne peut pas lui reprocher son manque de cohérence. Parce que dans la première partie des engagements, Marine dit « je vais récupérer mes souverainetés ». Parce que si vous n'avez pas de souveraineté, vous ne pouvez pas mettre en œuvre un programme. C'est pour ça que les autres vous mentent. Ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre leur programme et ne comptent pas récupérer ces moyens pour les mettre en œuvre. Seule Marine propose de récupérer ses souverainetés pour mettre en œuvre son projet à votre service et au service de la France. Autant vous dire qu'aujourd'hui, la France, quand on prononce ce mot, c'est un mot incroyable historiquement. Enfin, ressurgissent des héros, une imagerie, des fresques. C'est un mot qui est énorme. On ne peut pas le prononcer comme ça à la légère. La France, elle est revenue chez papa et maman. Vous avez maman, Banque Centrale Européenne, qui vous donne votre argent, qui nous donne notre argent de poche tous les mois. C'est le stock de monnaie, d'euros en l'occurrence, que nous accorde la Banque Centrale Européenne. Vous avez maman Bruxelles qui nous dit comment il faut le dépenser. Et si jamais vous dépensez mal votre argent de poche, attention, hein, elle vous donne des coups de martinet sur les doigts pour vous apprendre à bien le dépenser. Ça s'appelle les sanctions financières. Hein. Vous avez Tata, Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, est en charge du catéchisme. Et qui vous donne des leçons de morale, attention, à la patrie des droits de l'homme, hein, qui nous donne à nous des leçons de morale, c'est ce qu'on vient de faire en matière de droits de l'homme. On croit rêver. Et vous avez Papa OTAN, qui lui vous désigne vos ennemis et qui vous dit comment il faut lutter contre vos ennemis. Donc nous sommes un pays mineur. Alors évidemment, une tutelle est toujours très confortable. Quand on est chez papa et maman, que le couvert est mis, qu'on n'a pas à s'occuper de qui paye le loyer, de qui blanchit les chemises, de qui met le couvert, etc. C'est vachement confortable. Personne ne dit le contraire. Mais qui d'entre nous a refusé d'assumer sa liberté sous prétexte que celle-ci est difficile? Et ce qui est vrai pour un individu est vrai pour une nation. Donc la question d'une sortie de l'euro ou d'une sortie de la monnaie unique, c'est pas qu'une question technique qui concerne les parités, les taux de change, savoir si c'est une monnaie unique ou mot commun. C'est pas ça. C'est une question politique. C'est est-ce que vous voulez devenir des êtres libres ou pas? Est-ce qu'on veut être un pays libre qui prenons en main nos destinées monétaires en l'occurrence, ou est-ce qu'on veut continuer à rester chez papa et maman comme des tanguis? Elle est là la question, donc c'est une question éminemment politique. Ne vous laissez pas enfermer comme des mouches sur du papier tue-mouche avec des considérations techniques. C'est une question politique. Voulez-vous une France libre et indépendante capable de s'assumer comme un adulte, comme un pays majeur, ou voulez-vous un pays éternellement mineur dont les décisions sont prises par d'autres et par des instances supranationales, et je rajoute, pas toujours aussi bienveillantes que papa et maman. Alors, le projet de Marine, il ne vise pas à remplacer une idéologie par une autre. Moi, je suis harassé de questions de journalistes économiques et d'économistes qui me disent « Ah oui, mais moi, on veut que vous nous disiez exactement ce qui va se passer quand vous aurez décidé donc de recouvrer votre liberté monétaire.
exactement ce qui va se passer. Donc en gros, les mecs, ils veulent que je leur fasse la ligne Maginot, quoi. C'est-à-dire que je leur dise, voilà, on aura une ligne comme ça, donc si les gens ils viennent par là, là on va mettre une batterie, si là, donc là il y a un fossé anti-char, comme ça si les chars ils arrivent par là, mais non, on sait très bien ce que ça donne les lignes Maginot. On ne remplace pas une idéologie par une autre, et nous ne sommes pas dans la logique, dans une doctrine a priori, tout simplement parce que quand on fait de la politique à partir des circonstances, et seule Marine, dans cette perspective, veut redonner à la politique ses lettres de noblesse. On n'est pas des robots, on est des politiques et on s'assume. On s'assume. On est des êtres libres. Voilà. Et on va prendre notre destin en main. Alors, c'est sûr, c'est très inconfortable, c'est anxiogène. C'est anxiogène d'avoir de la liberté. On ne sait pas ce que... Oui, l'avion France, aujourd'hui, il est en pilotage automatique. Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah nous, on va venir s'asseoir à la place du pilote. Mais vous faites quoi? C'est en pilotage automatique? Ah non, mais c'est pas grave, c'est juste s'asseoir. C'est le pilotage automatique, c'est vachement bien, parce qu'on regarde, on peut se lever, boire un coup avec les potes, ça roule tout seul. Eh bien, moi je vous dis, Marine, elle va s'asseoir, elle va récupérer le pilotage manuel, et elle va gouverner à travers les circonstances, fussent-elles des circonstances de turbulence au départ, mais c'est le prix à payer pour refaire de la France un pays majeur dans tous les sens du terme. Nos adversaires, chers amis, ne sont pas des politiques, ce sont des gestionnaires. D'ailleurs, ils ne parlent pas de gouvernement, ils parlent de gouvernance. C'est des managers. La seule personnalité politique qui brigue la présidence de la République dans tous les sens du terme de ce que c'est la personnalité politique, c'est Marine. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il faut que ça soit un peu interactif. Bonjour, M. Massillac. Je voulais vous poser la question. Dans nos échanges internationaux, avant, c'était le dollar. Ça nous permettait des échanges internationaux. Maintenant, on a une monnaie qui s'appelle l'euro, avec tout ce qui peut se passer, effectivement, qui n'est pas clair, mais ça nous évite des problèmes de change au niveau international. Est-ce que vous pourriez me répondre, vous qui avez beaucoup voyagé, comment on va faire au niveau de nos entreprises internationales qui exportent dans le monde entier? Alors, je vais pas vous faire une réponse d'énarque, mais j'ai quand même très envie. Qui compte pas. Comment faisait-on avant? Bah avant, on vivait dans le serpent monétaire international. Non, mais je veux dire, ça ne concernait pas le dollar. Non, on avait le franc et on avait des problèmes de change. Il fallait des réserves de change. Mais vous savez, l'euro n'a pas supplanté le dollar. Hein. Votre pétrole, vous le payez toujours en dollars, par exemple. L'euro n'est jamais devenu, là encore, c'est une promesse non tenue de l'euro. L'euro n'est jamais devenu une monnaie de réserve internationale comme nous l'ont promis ces turiféraires. Si ça avait été bien construit, ça aurait pu être une Mais alors, internationale. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, 99% des pays du monde ont gardé leur monnaie. D'accord? Si garder sa monnaie nationale était un problème, vous auriez eu tous les pays du monde qui nous auraient suivis. Or, vous voyez bien que ce n'est pas le cas, c'est même nous qui sommes prêts à les suivre. Alors, je vais quand même répondre, hein, je vais vous faire une réponse de fond. Aujourd'hui, si vous voulez, et j'expliquais ça, je ne sais plus à qui tout à l'heure, nous sommes au milieu d'une rivière avec des courants énormes qui nous viennent dessus et qui menacent de nous déstabiliser. Nous n'avons pas 36 choix. Il faut rejoindre soit un bord, soit l'autre. Bon, c'est quoi ces deux bords? Le premier bord, c'est de dire, bon, les deux s'entendent pour dire que la monnaie unique est un problème. Le constat, il est le même pour les deux bords. Sauf que les uns disent la monnaie unique est un problème parce qu'elle n'a pas été complétée par un budget qui soit aussi fédéral que la monnaie. Donc effectivement, aujourd'hui, la monnaie unique, l'euro, il est sous-évalué pour certains pays, surévalué pour d'autres, ce qui pose des problèmes de différentiel de compétitivité très importants, qui du coup désindustrialisent des régions et réindustrialisent d'autres. Donc quand il y a un budget, les régions qui créent de l'activité vont cotiser au budget fédéral de manière beaucoup plus importante qu'ils ne vont en tirer des subsides.
Parce que quand une région s'enrichit, il y a des entreprises qui se créent, des gens qui travaillent, ils payent plus d'impôts, donc ils contribuent plus au budget que les régions les plus pauvres, où il faut payer du chômage, où il faut payer des aides pour les entreprises qui sont en dépôt de bilan, etc. Et l'existence d'un budget fédéral permet en quelque sorte de contrebalancer les distorsions provoquées par la monnaie unique sur les divers pays. C'est comme ça, par exemple, que la Californie aux États-Unis est un contributeur net au budget fédéral américain, et via le budget fédéral américain, le Massachusetts, qui est un pays de vieilles industries, récupère comme ça des subsides et des transferts budgétaires fédéraux qui lui permettent de maintenir son économie à flot. Or, aujourd'hui, le projet européen, il est manchot. C'est-à-dire qu'on a cette monnaie unique qui déstabilise tout le monde, en tout cas qui paupérise certains et qui en enrichissent d'autres, mais il n'y a pas ce chapeau budgétaire qui permet, par les différents transferts, finalement, de rééquilibrer les choses. Donc, la solution technique, une des solutions techniques, je ne parle pas politique là, une des solutions techniques, c'est qu'il n'y a qu'à. On va faire un budget fédéral. On a bien construit la monnaie européenne, on a bien construit une monnaie unique. Pourquoi ne pas faire un budget unique? Un budget fédéral ou avec un gouvernement fédéral? Eh ben, le truc, c'est que ceux qui pensent ça n'ont pas le courage d'aller dire que c'est leur solution parce que tout simplement les peuples n'en veulent pas. Et que ni les Français, ni les Néerlandais, ni les Allemands ne sont prêts à devenir demain des Massachusetts, des Texas et des Californies au sein de l'Union européenne. Parce qu'on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Les États-nations sont des œufs durs. C'est pas parce qu'on décrète qu'on va faire un peuple européen que ce peuple européen va exister. Et l'autre bord, c'est le nôtre, c'est que nous disons, il faut acter le fait que la monnaie européenne n'a pas tenu ses promesses, mais ça, j'allais dire, c'est pas de l'idéologie ou c'est de la politique, c'est du pragmatisme. Je veux dire, quand j'ai rédigé ma thèse de doctorat dans les années 90 à la genèse de la monnaie unique, je l'ai soutenue en 99, donc la veille de l'entrée en vigueur de l'euro, j'ai gardé les papiers. On attendait 3% de croissance en plus sur tout le continent. On attendait un taux de chômage divisé par 2. Reprenons donc toutes ces promesses une à une et faisons un bilan coût-avantage, bon sang. Pourquoi on s'enferme dans l'idéologie? Voilà, on prend le bilan, on fait le bilan, et si c'est négatif, on l'abandonne. Nous pensons, parce que je vois bien ce que disent nos détracteurs, ah oui, mais sortir de l'euro, mais même si on décide de rester dans l'euro, c'est pas parce qu'on... Là, c'est pareil, ça se décrète pas. Si on décide de rester dans l'euro, c'est pas pour ça que l'euro est viable. Puisque tous les économistes les plus sérieux vous disent que les problèmes inhérents à la zone euro ne sont pas tenables. Donc la question, c'est pas si ça va s'effondrer, c'est quand ça va s'effondrer. Donc pourquoi Marine propose cette négociation? Parce que cette négociation va nous permettre d'expliquer à nos partenaires que le maintien ou non de la zone euro ne dépend pas simplement de décisions des décideurs, puisqu'il y a des mécanismes à l'œuvre au sein même de la zone euro qui fait que celle-ci est menacée. Et donc, de deux choses l'une, soit par idéologie, par aveuglement au désastre, on dit non, mais rien ne se passe, exactement comme dans les années 30, et attendre qu'on s'explose tous contre le mur, au moment où la zone explose par elle-même, et là, c'est sauf qui peut, avec des solutions non coopératives au possible, où chacun va se tirer dans les jambes, ou alors, on prend calmement acte du fait que la zone euro ne fonctionne pas, et on essaye d'en sortir de manière coordonnée, parce que, je vous dis quelque chose, si la France décide d'en sortir unilatéralement, la zone euro ne survivra pas à la sortie de la France. Ceux qui vous disent qu'une fois la France sortie, il va falloir voir quelles sont nos relations monétaires avec la zone euro, vous mentent. Parce que la France, c'est pas la Grèce, la France, c'est la deuxième économie du continent, c'est un pays membre fondateur de l'Union européenne. Si le peuple français souverain s'exprime sur l'idée que l'euro n'est pas viable et qu'il n'en veut plus, cette décision souveraine s'imposera à toutes les élites européennes malgré elles, parce que les dégâts collatéraux, pour eux, si nous sortons, sont tels qu'ils seront obligés de venir discuter. Oui, s'il vous plaît, monsieur Messia. Les 2200 milliards que nous avons de dettes, comment ça va se passer?
Parce que c'est un peu l'inquiétude de tout le monde. On sait qu'il faut qu'on sorte de la zone euro, mais il faut qu'on y sorte proprement, sans dégâts au niveau de notre pays. Mais il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas... C'est ça, c'est la question que il n'y aura pas plus de dégâts, si vous voulez. Le problème, c'est que les gens s'imaginent que les marchés financiers ou que l'économie, c'est des espèces de trucs abstraits, où il y a des mecs avec des chapeaux qui décident dans l'opacité totale, qui n'ont pas le même mode de fonctionnement que nous. C'est faux. Les marchés financiers, c'est des acteurs rationnels comme vous et moi. Je vais vous dire un truc. Depuis 2 semaines, le Gotha du journalisme financier international me téléphone justement pour me poser ce genre de questions. Ça veut dire que quelque part, après le Brexit et après Trump, ils se sont déjà préparés au fait que cette éventualité va arriver. Donc en gros, les marchés l'ont déjà acté. Je vais vous donner un tout petit exemple et ensuite je vais vous répondre à votre question. Au moment du Brexit, alors vous allez me dire, oui, mais le Brexit, la Grande-Bretagne n'est pas dans l'euro. Mais d'accord, mais ça donne quand même si c'est pas cette importance, ça donne quand même une idée. On avait dit que, effectivement, si le Brexit, si la Grande-Bretagne décide de sortir, les spreads sur les taux d'intérêt vont être monstrueux, ça va immédiatement aggraver l'endettement, ça va immédiatement dégrader la valeur de la livre sterling et ça va asphyxier l'économie britannique. En réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? D'abord parce que les marchés financiers se tirent rarement une balle dans le pied. C'est-à-dire que, et moi j'ai vécu ça dans des circonstances vraiment extrêmes, tellement extrêmes qu'elles en deviennent pédagogiques. J'étais à Dubaï en 2008, au moment de l'effondrement de l'Émirat. Alors tout le monde a dit, oui, l'économie de l'Émirat s'est effondrée, les titres ont perdu 200% de leur valeur. Mais il faut faire la distinction entre un titre qui perd 200% de sa valeur et la perte réalisée en vendant ce titre. C'est-à-dire qu'il y a la théorie qui dit que, mais ces pertes ne sont pas réalisées, puisque, passez-moi l'expression, personne n'est suffisamment con pour vendre tous ces titres au moment où c'est le plus bas. Donc on observe la baisse, mais la baisse ne se réalise pas. On attend que ça remonte en général. Et comme en fait, vous avez des surréactions des marchés financiers, c'est la théorie, c'est un économiste américain qui s'appelle Dornbush, dans sa théorie de l'overshooting, expliquait que les marchés financiers surréagissaient toujours à la hausse et à la baisse, mais que tendanciellement, la raison avait tendance à revenir et que finalement, je dirais, l'équilibre de l'économie rejoignait, enfin en tout cas la tendance de l'économie rejoignait petit à petit l'équilibre de long terme. Donc effectivement, la livre sterling a perdu 10%, 15% dans les jours qui ont suivi le Brexit. Il y a eu une petite panique sur une remontée des taux, mais vous voyez bien que ça n'a pas duré, c'est totalement transitoire. Mais la deuxième raison pour laquelle ça sera aussi le cas, c'est que d'abord notre dette, et le FMI vient de rendre des conclusions très intéressantes qui, tenez-vous bien, actent et certifient notre vision des choses en matière de libellé de la dette. C'est-à-dire l'analyse que le Front National fait de l'évolution de la dette par rapport à un changement de monnaie, la Lex Monetae, etc., le FMI le valide. Donc nous sommes dans le vrai. Il n'y aura pas de changement de ce côté-là. La deuxième chose, c'est qu'à la vérité, pourquoi le Brexit n'a pas eu des effets beaucoup plus cataclysmiques sur les marchés financiers? C'est qu'en fait, contrairement à la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Britannique, elle, n'a jamais été interdite de racheter de la dette, des titres de dette publics sur le marché secondaire. Donc ça veut dire que la Banque Centrale Britannique peut acheter de la dette publique. D'accord? Donc, ça veut dire que les marchés financiers n'ont pas le monopole de financement de la dette publique, ce qui est notre cas. Donc le problème, il ne vient pas du fait qu'on change de monnaie et que ça peut se traduire par une augmentation des taux d'intérêt. Le problème fondamental vient du fait que, au même titre que nous avons délégué notre souveraineté monétaire, notre souveraineté budgétaire, notre souveraineté commerciale, nous avons aussi délégué notre souveraineté financière. Nous avons donné aux marchés financiers le monopole de notre financement. Ce sont donc eux qu'on a érigés en quelque sorte en juges de qui est le mieux placé pour gouverner. Marine Le Pen, on va faire un spread à 13%, comme ça va vous calmer, et comme ça vous allez pouvoir choisir Macron. D'accord, merci. Ça demandait quand même un peu d'explication, parce qu'on n'est pas des économistes. J'espère que j'ai été suffisamment pédagogue pour que tout le monde comprenne, j'espère que ça n'ennuie pas les autres d'ailleurs, parce que c'est quand même très complexe et très technique. Mais c'est un peu le sujet de tout le monde, hein, honnêtement. Et alors, juste un dernier point pour finir sur cette question, pour que ça soit clair dans vos esprits. Les gens aussi vous font peur avec l'inflation. Là, avec l'inflation, ils vous agitent ça comme un chiffon, l'inflation.
comme si on était des Allemands. C'est les Allemands qui sont obsédés par l'inflation. Ils sont obsédés par novembre 1923, qui garde dans leur mémoire collective quelque chose de très important, où ces pauvres citoyens allemands allaient avec des brouettes de billets acheter leur pain. Donc évidemment, ça crée un cataclysme dans l'inconscient collectif qui fait que la bête noire de l'Allemagne, c'est l'inflation. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont imposé une banque centrale européenne qui ne surveille qu'une seule chose, c'est le taux d'inflation, mais évidemment jamais le chômage et la croissance, et on ne pouvait pas compter sur nos propres représentants pour dire le contraire, tant ils sont inféodés à l'étranger. L'inflation. Bon. On vous dit, si jamais on rétablit le franc va être dévalué de... On a ce malheureux Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui récemment a dit, si on revient au franc, notre dette va avoir un surcoût de 30 milliards d'euros. Et c'est ce qu'il a dit. Eh bien, j'ai fait un petit calcul. 30 milliards d'euros, donc nous sommes aujourd'hui financés, les bons du Trésor à 10 ans français, aujourd'hui, on se les finance à moins de 1%, je crois que ça doit être aux alentours de 0,9%. C'est le taux d'intérêt de l'endettement souverain français. Pour que notre dette coûte 30 milliards de plus, ça veut dire que notre taux d'intérêt obligataire va passer de 0,9 à 14,5%. Le Paraguay, quoi. C'est du délire, juste du délire. Hein. Ça ne sera jamais le cas parce que même la Grèce, au plus fort de la crise, on en était, je crois, à 16 ou 17. Donc je vous laisse imaginer. Donc ça n'arrivera pas. Ça, c'est la première chose. Tout ça, c'est de l'enfumage, c'est des mensonges de la part d'un système qui est moribond et qui n'a plus que l'affolement généralisé. Et vous savez ce que disait Borges, le célèbre Borges, c'est davantage la peur qui nous unit que l'amour. Ben, nous en sommes là. Donc on essaye de faire peur pour se maintenir. Bon. L'inflation, je vous rappelle quand même que depuis 2013, la Banque Centrale Européenne émet des liquidités à tour de bras pour éviter que la zone euro ne tombe dans un cycle déflationniste comme celui dans lequel est tombé le Japon en 90 et dont ils ne sont pas encore sortis aujourd'hui. Un cycle déflationniste, c'est-à-dire les prix baissent. Et quand vous tombez dans un tel cycle, c'est extrêmement difficile d'en sortir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé les assouplissements quantitatifs. Donc ça veut dire quoi? Il faut répondre à votre détracteur que c'est très simple. Si jamais en rétablissant le franc, on arrive à créer 2 ou 3 points d'inflation, on aura réussi en un mois à faire ce que la Banque Centrale Européenne cherche à faire depuis 3 ans sans succès. Donc c'est encore un avantage de la souveraineté. D'autres questions? Je peux dire un mot, s'il vous plaît? Je suis très anxieux de l'avenir de mon pays. Ah, faut pas. Si je suis très anxieux, et pire, si Marine Le Pen ne passe pas, n'est pas présidente de la République. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors là, je suis. Là, vraiment, c'est pire que. C'est un cauchemar d'imaginer ce qui risque de se passer si Marine Le Pen ne passe pas. Oui, mais de toute façon, comme vous êtes réveillé, vous n'êtes pas sujet au cauchemar. Non, si j'en fais des cauchemars, c'est grave. On est dans une période très délicate. Et je vois, il y a des crimes contre l'humanité, paraît-il. Non, je suis anxieux. J'entends ce personnage qui diffuse à longueur des médias sa vue. Alors, je vais vous répondre à ça. Je pense, si vous voulez, que finalement, pourquoi, je vais vous répondre de manière plus large, mais pour vous rassurer, pourquoi notre projet est dans le sens de l'histoire? C'était aussi l'un des points de mon propos. Parce qu'en fait, il y a une parenthèse qui s'est ouverte, le système que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire, grosso modo, de la mondialisation, du sans-frontiérisme, de l'européisme, etc., toute cette idéologie un peu qui nous gouverne depuis une quarantaine d'années. Les 2 pays qui ont ouvert ce cycle s'appelaient la Grande-Bretagne en 1979, avec l'avènement de Thatcher, et puis Ronald Reagan en 1981. Ce sont finalement ces 2 pays qui ont diffusé cette idéologie et qui ont modelé le monde que nous connaissons aujourd'hui, ce monde sans frontières, du libre-échange, etc., etc. Le hasard de l'histoire fait que ce sont ces 2 pays-là qui, eux aussi, referment cette parenthèse. Et donc, ils la referment comment? Ils la referment par le retour de la frontière, par le retour de l'État, par la fin de l'immigration, par le retour du volontarisme en politique. Mais n'est-ce pas là le retour du monde
que la France avait façonné pendant 2 siècles? N'est-ce pas là ce monde dans lequel la France peut encore jouer un rôle historique? Eh bien la réponse de Marine c'est oui, c'est le monde dans lequel nous pouvons de nouveau jouer un rôle historique. Voilà, donc si vous voulez, les autres candidats, qu'est-ce qu'ils proposent? Pourquoi nous disons que les autres candidats sont passéistes? Le projet de Marine Le Pen, c'est exactement le projet que sont en train de mettre en œuvre des pays majeurs aujourd'hui, qui n'était pas le cas en 2012. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes passés de la notion de programme à la notion de projet, parce qu'il y a des tas de choses que nous n'avons plus à démontrer. Un programme, vous êtes obligé de détailler, de descendre à des niveaux de granularité très fins pour tenter de convaincre. Aujourd'hui, c'est un projet parce que tout ce que nous avions dit en 2012, la moitié s'est réalisé en 2017. On parlait de la nécessité de protéger la France contre les menaces sécuritaires. Il y a eu les attentats, plusieurs centaines de morts et de blessés dans les rues françaises. On parlait de la nécessité de remettre le patriotisme économique, de remettre la frontière, de remettre l'État et la protection de l'État. C'est ce que sont en train de faire Theresa May en Grande-Bretagne et Donald Trump aux États-Unis. Donc, nous sommes vraiment dans l'ère du temps, dans l'axe de l'histoire. Vous avez en face de nous qui? Vous avez en face de nous un Hamon qui, lui, c'est le programme commun de la gauche de 75, moderne. Vous avez Fillon qui, lui, veut revenir à 79, donc le thatchérisme. D'accord? Alors, là où, effectivement, mais en théorie, parce que je ne crois pas que ce soit ce scénario-là que les Français vont sélectionner au final, mais en théorie, si quelqu'un comme Fillon ou comme Macron devenait président de la République, il se passerait exactement la même chose que ce qui s'est passé avec Mitterrand au début des années 80. C'est-à-dire qu'au début des années 80, je vous disais il y a un instant, que le monde changeait. Il devenait libéral, libre-échangiste, etc. Mitterrand, lui, avait été élu avec un programme étatiste, socialiste, interventionniste, à contre-courant du devenir du monde de l'époque. Et comme il ne pouvait pas rester bien longtemps en dehors de ce mouvement mondial, en 83, ça s'est appelé la politique de rigueur, c'est-à-dire un changement de portage, un virage à 180 degrés pour remettre la France dans l'axe mondial, avec tous les renoncements et les abandons et les problèmes de politique intérieure que ça a provoqué et qui a fait perdre à la France pas moins d'une quinzaine d'années. Alors, vous allez me dire, ça n'a pas empêché d'être élu. Certes, mais à l'époque, d'abord, c'était le premier coup, donc j'ose espérer que nous avons appris de nos erreurs. La deuxième chose, c'est que la situation financière et sociale de la France à l'époque pouvait se permettre d'encaisser un tel choc. Je ne crois pas que ça soit le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les Français savent très bien qu'on ne peut plus perdre 5 années supplémentaires, et je peux vous dire que je reviendrai ici au mois de juin prochain, où nous serons acclamés parce que Marine aura été élue présidente de la République. D'ici là, chers amis, je vous demande de ne pas perdre espoir. Je vous demande de ne pas perdre espoir. Je vous demande de ne pas douter, parce que si vous-même vous n'êtes pas convaincu, vous n'arriverez pas à convaincre les autres. Pour contraindre les autres, comme disait le grand sociologue Thomas Schelling, il faut d'abord se contraindre soi-même. C'est votre foi qui va irradier le choix des autres. Donc ne doutez pas, continuez à pousser. La victoire n'a jamais été aussi proche, c'est le moment que jamais de douter. Continuez à pousser parce que Marine a foi en vous, et sa victoire, c'est votre victoire. D'autres questions? Oui, je voulais vous demander, est-ce que... Vous pouvez vous lever là, vous pourquoi pas? Pardonnez-moi. Je voulais vous demander, comme vous semblez appartenir aux hautes sphères du mouvement, est-ce que vous avez tiré les conclusions de l'entre-deux-tours des régionales, à savoir que vous étiez en tête dans bon nombre de régions au premier, et au second, vous avez échoué, pour ainsi dire. Est-ce que vous en avez tiré des conclusions? Moi, je ne partage pas cette analyse forcément. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on ne peut pas saucissonner des scrutins et les comparer en photographie instantanée. Ce qu'il est intéressant pour saisir la réalité de la chose, c'est la dynamique de moyen terme. Or, en réalité, on parlait au départ d'un plafond de verre à 12%. Ensuite, c'est devenu un plafond de verre à 15%.
Ensuite, c'est devenu un plafond. Il n'y a pas de plafond de verre, alors c'est un plafond de verre avec un ressort hydraulique. Il n'y a pas de plafond de verre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si plafond de verre il y a, c'est pas nous, c'est pas de notre côté, c'est du côté des parties du système. Rendez-vous compte comment dirais-je, de l'accroissement des sacrifices que le système en face est obligé de consentir à chaque élection pour nous faire barrage. Au régional, ça s'est traduit par la disparition pure et simple de la gauche, du nord et du sud de la scène régionale. C'est quand même pas rien. Donc, la question c'est, est-ce que cet harakiri va aller jusqu'à l'harakiri généralisé sur toute la France? Peut-être, mais ça veut dire qu'on aura gagné. N'ayez pas le moindre doute sur le fait que la dynamique est de notre côté. N'ayez pas le moindre doute, que nous allons arriver en tête au premier tour et largement en tête. Et nous allons arriver aussi en tête au deuxième tour, ce que ne montrent pas les sondages, et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi tous les sondages se sont révélés faux sur les grands événements qui sont les nôtres depuis 1 an et demi. C'est l'exacte conséquence de ce que je vous disais il y a un instant, à savoir que nous sommes dans une période de transition idéologique ou de transition paradigmatique. Tous les modèles de sondage ont une hypothèse fondamentale qui s'appelle l'hypothèse toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire, on fait l'hypothèse que l'environnement est le même, et donc on fait des extrapolations à l'intérieur d'un cadre qui est le même. Sauf que cette hypothèse toute chose égale par ailleurs, si elle peut être vraie dans le cas d'un paradigme dominant sous 30 ou 40 ans, elle est précisément fausse dans la phase de transition, parce que justement, c'est à ce moment-là que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Et donc c'est pour ça que les sondages ne reflètent soit au mieux qu'imparfaitement la réalité, soit pas du tout. Donc, je vous le dis, nous serons premiers au premier tour, et Marine sera élue présidente de la République le 8 mai. Oui, je voudrais simplement vous dire, vous avez dit tout à l'heure qu'on vivait toujours chez papa et maman à Bruxelles. Ça vous a plu, ça? Ah oui, ça m'a plu parce que c'est la vérité. La France est un grand pays, on a des territoires d'outre-mer dans tous les continents du monde. D'autre part, on a 11 millions de kilomètres carrés de territoire maritime qui, paraît-il, c'est l'avenir de la planète. On a du pétrole en Guyane. Il faut pas, parce que les écologistes... On a du pétrole à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et personne... Ah oui, non, mais les écolos s'opposent à tout ça. D'autre part, on a transféré notre économie à la grande finance internationale. En France, vous avez 4 ou 5 groupes qui dirigent notre économie. Nous avons perdu 4 millions d'emplois dans la distribution, 3 millions d'emplois dans l'industrie. Et on a 7 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et pour quelle raison? Personne n'en parle de ça. Les centrales d'achat, elles achètent tout à l'étranger. Il faut casser le système. Il faut casser le système. On n'arrive pas à casser le bois. J'avais fait fermer Béziers il y a 30 ans, parce que quand il y a les hypermarchés sont implantés à Béziers, j'avais prévu, on me disait, mais non, Norbert Folco, mais non, il faut faire avec. Et bien bon, voilà. C'était les socialistes. Enfin, on a fait avec, voilà le résultat. Vous savez, je pense que d'abord ce que vous dites est omniprésent dans nos 144 engagements, puisque nous parlons de tous les avantages et de tous les atouts dont dispose la France, et qui permettent quand même de rappeler à certains qui cherchent à rapetissir notre pays combien notre pays est grand, également sur des choses indiscutables que vous venez d'énoncer. Donc ça, n'ayez pas peur, ça nous l'avons bien pris en compte, et nos engagements sont évidemment basés là-dessus. Aujourd'hui, je pense que le système actuel, enfin en tout cas les partis et l'idéologie actuelle, sait que, en fait, ils sont en train de vivre quelque part leurs dernières heures. Donc en fait, Macron est le symptôme de ça. C'est que le système ne veut même plus prendre la peine de gouverner à travers des pantins, il veut gouverner directement, et Macron sait directement. Oui, bonsoir, bonjour. Donc
moi, je voudrais parler surtout de la sécurité, qui intéresse vraiment tout le monde ici, et toute la France, on n'en a pas parlé. Que compte faire Marine pour les villes de non-droit, les cités de non-droit, pour nos policiers, pour... Ah bah si, vous avez lu les engagements? Oui, mais bon... vous avez lu les engagements? Oui, mais qu'est-ce qui se passe concrètement là, aujourd'hui? Je vais vous les rappeler. Voilà, cette affaire Théo, l'embrassement de toutes les villes, là, ça devient... donc voilà, je voudrais vraiment des choses très très précises et concrètes. Voilà, j'ai vécu 40 ans dans la région parisienne et voilà, tout autour, Ivry, Vitry, Villejuif, toutes les villes que vous connaissez et qui, voilà, qui s'embrasent. Voilà, on est... Je vais vous citer un auteur, mais je vais garder l'auteur inconnu. Ah oui. Après moi, les professionnels de l'aplatissement prendront le pouvoir. Ceux qui ont la médiocrité pour programme et l'abandon pour destinée. Ça, quand vous avez plus conscience d'être une nation, vous n'avez plus conscience d'avoir quoi que ce soit à défendre. Voilà. Et en fait, tout ce que vous êtes en train de me dire qui est parfaitement vrai, ça fleurit sur nos renoncements, nos abandons. Et symptomatique est à cet égard, c'est quand même assez incroyable, des voitures de police qui font marche arrière parce qu'elles sont chargées par des jeunes. Voilà, c'est ça le renoncement. S'il y a une image qui reflète toute la politique française, elle est là-dedans. Parce que c'est quoi cette voiture de police? C'est l'État. Et c'est quoi l'État? Ce sont ceux qui le président. Voilà. Et bien, cette voiture de police qui recule, chargée par des jeunes qui la caillassent, c'est le résumé en images de 40 années de vie politique française. Donc, avec Marine, la voiture de police ne va pas reculer. La voiture de police va accélérer. Il ne va pas y avoir une seule voiture, il va y avoir 150 voitures et la paix et la sécurité seront rétablis dans ces quartiers. Et on ne lâchera rien parce que c'est comme ça. On ne lâchera rien. L'autorité, si elle veut être juste, l'autorité doit s'abattre avec une main lourde. Si elle veut être juste. Nous allons respecter l'état de droit, mais nous allons respecter aussi le droit à la sécurité des Français. Donc nous n'allons rien faire en dehors de l'état de droit, mais nous allons donner les moyens à l'état de droit d'être non seulement un état, mais d'appliquer le droit. Autre question? Cela dit, moi je peux parler sans micro. Donc je disais que je fais référence à l'émission de Marine, et dans cette émission, ils nous ont guidés, toujours sournoise, de nous mettre en face trois individus. Chef d'entreprise, Vous avez trié sur le volet, comme tout le monde sait. une femme qui, elle, faisait pleurer avec son histoire de chômage. Ah non, elle m'a fait rire. Bon. Oui, mais, à mon avis, dans cette campagne, si on n'arrive pas à faire mettre dans la tête des gens, de nos compatriotes, que le chômage, c'est pas quelque chose qui se règle en soi, mais c'est une conséquence d'une stratégie, d'une politique et de 30 ans d'économie. Quand on attend, il faut mettre dans la tête des gens que euro égale chômage. Si on ne met pas fait cette règle, euro égale chômage, les gens n'y croiront pas. Alors quand je dis euro, bon, c'est plus compliqué que ça, parce que derrière l'euro, il y a la mondialisation, etc. Donc ne compliquons pas les choses. Je crois que c'est ce qu'a dit Marine. Hein. Elle a oui, dit, mais quand elle parlait du chômage des seniors. Mais c'est pas. Moi, j'écoute régulièrement Florian Philippot et d'autres. C'est pas clair. Ça doit être dit à chaque fois que les ministres demandent quelque chose, ça doit être dit une fois, deux fois, trois fois. Le chômage, c'est dû à l'euro. Voilà. Je vous trouve un peu sévère. Dans l'émission à laquelle vous faites référence où Marine intervenait, je crois que justement, quand on lui a posé la question du chômage des seniors, elle a précisément élargi sa réponse et je l'ai trouvée très convaincante au contraire là-dessus parce qu'elle a dit le problème du chômage d'une catégorie, bien sûr,
il y a peut-être des spécificités qui font que cette catégorie est plus touchée par le chômage que d'autres, mais le problème du chômage, il est global, c'est évident. Et je crois qu'au cours de cette heure à peu près de parole, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, j'ai réussi quand même à vous démontrer qu'à partir du moment où vos instruments, vos outils de souveraineté, qui par définition ne sont plus à vous, parce que quand je parle de politique monétaire, de politique budgétaire, de politique commerciale, etc., c'est quoi? Ce sont que des outils, c'est pas une fin en soi. Mais ces outils sont précisément au service de l'intérêt national, c'est-à-dire de la situation économique de notre pays, au regard de ses industries, au regard de son coût du travail, au regard du chômage, etc. Donc, non seulement ces outils-là n'ont pas été utilisés pour le strict intérêt national, en étant adaptés aux structures économiques françaises et à la manière de régler les différentiels entre l'économie française et les économies étrangères, mais qui plus est, ces outils ont été carrément subtilisés. C'est-à-dire, quand bien même quelqu'un arriverait pour essayer de mener une politique en utilisant ces outils pour faire baisser le chômage, pour relancer l'économie, qu'il ne pourrait pas le faire. Donc la première étape, et c'est ce que je me tue à dire partout, qui est indispensable, ne croyez pas les programmes des autres candidats parce que les autres candidats sont des hommes troncs. Ils n'ont ni main ni pied pour courir ou pour agir. Il faut d'abord récupérer les membres de la souveraineté, ces outils de souveraineté, pour être en capacité de faire courir à la France un sprint, ce dont la France est capable parce que nous avons un moteur de Ferrari. Mais si vous n'avez pas la clé, si vous n'avez pas la clé et qu'on a démonté le volant et qu'on a démonté l'accélérateur, ça a beau être une Ferrari, elle restera sur place. Monsieur Messia, vous venez de dire une phrase il n'y a pas très longtemps, que vous ne lâcherez rien. Il y a l'autre mouvement qui ne lâche rien depuis 3 ans en France, c'est la Manif pour tous. Alors, je sais qu'au Front National, comme en France, il y a plusieurs sensibilités, et il faut être accueillant, il faut être ouvert, etc. Il n'empêche, s'il y a bien un socle, et si notre patrie représente quelque chose, c'est une famille, et c'est une famille de familles. Défendre la famille, d'une manière claire, contrairement à tous les autres partis, c'est le cas du Front National, puisque vous avez dit clairement dans votre programme que vous reviendrez sur la loi Taubira. Nous sommes les seuls. Vous êtes les seuls, et je peux vous assurer que, contrairement à ce que certains pensent au niveau des instances nationales du Front National, en croyant que la Manif pour tous roule pour les Républicains, c'est peut-être vrai pour une partie parisienne, c'est nettement moins vrai en province. Et la France profonde, qui est celle qui sera majoritaire à voter, croit et suit le Front National par rapport à cette défense et d'abroger la loi Taubira. Alors je voulais vous remercier, parce que c'est toujours difficile, on l'a vu avec Marine, d'avoir toujours des contradicteurs face à soi. Moi, je peux vous dire que la Manif pour tous, en tout cas en province, on apprécie que votre ligne par rapport à cette abrogation de la loi Taubira est la plus claire de tous les partis. Merci. Juste un mot là-dessus, parce que c'est quand même un point important. Effectivement, lorsque vous êtes face à des contradicteurs, notamment des gens qui peuvent être amenés à voter Fillon exclusivement pour cette question, il faut tout simplement les inviter non seulement à regarder ce qu'il y a dans le programme, mais surtout à écouter les interprétations des candidats. Donc, non seulement, effectivement, l'abrogation de la loi Taubira est écrite noir sur blanc, alors s'il s'agit d'abroger, on l'abroge, mais on la remplace par un pacte civil, etc., parce que nous n'oublions pas non plus que, bon, certains, effectivement, la communauté homosexuelle qui veut pouvoir continuer à se paxer, etc., il n'y a aucune raison de les enlaiser, nous sommes ni homophobes, ni toutes ces sottises qu'on dit sur nous, pas du tout. Donc nous abrogeons la loi Taubira, mais c'est remplacé par quelque chose d'autre qui, fiscalement, etc., va avoir à peu près le même effet. Mais symboliquement, la loi Taubira sera abrogée. Lorsqu'on pose la question, et ça m'a beaucoup frappé quand j'ai entendu Fillon là-dessus, dans son projet, et il l'a déclaré, Fillon dit moi je suis pour qu'un enfant ait un père et une mère. Donc là, vous l'écoutez, vous dites ouais, donc il est pour revenir à une famille traditionnelle, avec la filiation, etc. Alors le journaliste, c'était sur Europe 1 le matin, et le Kabash lui dit mais alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous forcerez les gens à avoir des enfants quand ils sont de couples hétérosexuels? Enfin, non, pas du tout.
Ce que je veux simplement, c'est que n'importe quel enfant, quel que soit le couple dans lequel il est, puisse simplement connaître qui est son père et sa mère biologique. Donc, en face, c'est le parti de l'ambiguïté. Pour ce point, comme pour le reste, nous sommes le parti de la clarté et de l'honnêteté. Point barre. Non, allez-y, hein, je m'entends. Je suis là pour vous, alors profitez-en. Je reviens sur le problème de la sécurité. La France n'a pas besoin de policiers. La France a besoin de juges. Comment allez-vous résoudre le problème des juges? Bah, le problème, ça c'est un problème. Bah, c'est dans les engagements, monsieur. Le problème des juges, il est double. C'est d'abord un problème quantitatif, c'est qu'il en faut plus. Quand on voit comment qu'on en vient à ne pas appliquer les peines, ou qu'on vient à libérer des individus parce que les tribunaux sont engorgés, c'est déjà le début de l'abandon et du renoncement face à la politique de sécurité. Bon. Donc c'est un problème quantitatif, mais c'est aussi un problème qualitatif. Je pense que la formation, et nous prévoyons par exemple, dans l'un de nos engagements, je ne sais plus de mémoire lequel, mais nous prévoyons de supprimer l'École nationale de la magistrature et de refondre totalement les carrières judiciaires. Merci. C'est lui qu'il faut applaudir. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à lire et à vous approprier les 144 engagements. On ne sait jamais que 18 ou 19 pages, c'est assez facile à lire. C'est partagé dans des chapitres au titre quand même assez attrayant. Donc essayez de les lire, de vous les approprier, parce qu'à partir du moment, c'est quand on ne les connaît pas qu'on n'arrive pas à convaincre les autres. Si vous n'êtes pas approprié l'architecture, l'armature, la philosophie, la logique, si vous n'en êtes pas imprégné, vous ne pouvez pas convaincre les autres. Et ils vont vous prendre en défaut parce qu'ils vont vous dire bah, « tiens, ça, vous n'avez pas prévu ça alors que c'est prévu » et vous ne serez pas en mesure de le dire au moment où il faut le dire. Donc je vous invite vraiment, c'est en ligne. Le projet est en ligne, le chiffrage aussi est en ligne si vous voulez avoir un certain nombre d'idées sur les dépenses et les recettes que nous prévoyons. Donc je vous invite sincèrement à faire l'effort de vous approprier ces engagements parce qu'au fond c'est quand même les vôtres. C'est pour vous qu'on a fait ça en premier lieu parce que vous êtes nos ambassadeurs et Marine compte sur vous beaucoup pour ça. Autre question? Bon, on conclut? Bon, alors je vais juste... Ouais. Oui. Allez-y. Une dernière question. D'abord, dans votre analogie de l'enfant qui est à la maison, moi je pense que l'enfant c'est Cosette chez les Thénardier. Ça c'est une aparté. Pardon? La France c'est Cosette et elle est chez les Thénardier en ce moment. Avez-vous réfléchi autour du même thème. Oui. Avez-vous réfléchi le soir du premier tour, enfin le lendemain, on va avoir certainement beaucoup de manifestations, beaucoup d'agitation. Probablement de la part des démocrates et de la part de nos chers démocrates. Des ayatollahs de la tolérance. Et pendant cette période, on ne pourra rien faire parce qu'on ne sera pas encore faire. Comment on va gérer cette période? Moi, je ne pense pas que ça arrivera dans des proportions qui seront ingérables. Mais bon, ça c'est pareil, c'est la théorie des circonstances. Et je pense que de toute façon, si ce genre de phénomène, et notamment des phénomènes aussi massifs que ceux que vous décrivez, sont amenés à surgir au lendemain du pouvoir, ça sera toujours le pouvoir en place qui sera comptable de ces désordres, parce qu'ils sont en responsabilité jusqu'au jour où ils les quittent. Donc il leur appartiendra de garantir l'ordre et de garantir surtout le respect du scrutin, et croyez-moi, on se chargera de leur rappeler. Bien, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire que... à finir un peu comme je l'ai commencé, sur une touche... juste pour vous dire que je suis très content d'être parmi les patriotes, parce que les patriotes sont les seuls qui ne voient pas en moi un immigré, mais qui voient en moi qu'un Français. Et ça, c'est très touchant. J'ai parcouru 5000 années, et oui, c'est mes origines égyptiennes, j'ai parcouru 5000 années et 3000 kilomètres pour vous dire que je suis très fier d'être l'enfant adoptif de la France et de faire mienne la France, cette terre qui m'a tant donné et que je compte servir jusqu'à la dernière goutte de mon sang.